Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé un bel été. Aujourd'hui, je vous retrouve pour vous faire un bilan culture de ce que j'ai vu, lu, entendu pendant ces 2 mois d'août. Cette vidéo, elle est sponsorisée par Nextory, mais on en parlera plus tard. Je vais commencer avec les podcasts. Cet été, j'ai écouté en boucle le podcast À bientôt de te revoir, qui est un podcast de chez Binge Audio, réalisé par Sophie-Marie Laroui, qui est une journaliste, cinéaste, actrice, entre autres, que j'aime beaucoup. Et donc, dans ses interviews, elle rencontre des artistes qui font plein de métiers différents et elle leur pose des questions sur tout sauf sur leur travail et sur leur autopromo. Et c'est très chouette parce qu'elle a un esprit super libre et qu'elle est très très drôle et que je trouve qu'on apprend plein de choses des personnalités qu'elle interviewe justement parce qu'elle ne leur fait pas parler de leur boulot et qu'elle pose des questions complètement idiotes. Dans mes épisodes préférés, il y a celui avec Sosomanes et celui avec ses parents. Elle a interviewé ses parents et c'est trop génial. Et je suis contente d'avoir découvert ça tard parce que du coup j'ai pu vraiment me taper l'intégralité des épisodes cet été et c'était vraiment trop bien. Donc si vous aussi vous êtes à la ramasse et vous n'avez jamais découvert À bientôt de te revoir, c'est un podcast que je recommande parce qu'il fait beaucoup de bien au moral. J'ai aussi écouté les épisodes du Lab, Femmes de cinéma. C'est un podcast qui vient interviewer ici des femmes qui travaillent dans l'industrie du cinéma en France, qu'elles soient monteuses, réalisatrices, productrices, actrices ou autres. Et donc on vient leur poser des questions sur leur métier, sur leur carrière, sur ce que ça fait que d'être une femme dans ce milieu. Je trouve que c'est super intéressant aussi pour découvrir les différents métiers du cinéma quand on n'y est pas forcément familier. Voilà, ça permet de voir qu'en fait un film c'est une grosse équipe technique derrière et qu'il n'y a pas seulement un réal et des comédiens, mais qu'il y a beaucoup d'autres mondes qui permet de rendre possible un film. Et donc le Lab propose ces épisodes qui sont vraiment bien aussi et que je recommande grandement. Le dernier podcast dont j'avais envie de vous parler, c'est un podcast de Christine et Aurélie, dont j'avais déjà parlé, qui travaillent à la radio RTS. C'est un couple lesbien suisse, et alors qu'elles avaient déjà fait une série sur le Gouinistan, donc en gros ce que c'était que d'être lesbienne aujourd'hui et quel était leur vécu dans leur pays, etc. Elles ont fait une nouvelle saison qui s'appelle Bienvenue au vieillissant, et cette fois-ci elles se posent la question de vieillir, justement, ce que ça fait de vieillir, notamment quand on fait partie de la communauté LGBTQIA+, queer, quoi. Et donc, elles vont rencontrer des personnes plus âgées qu'elles qui ont dû se poser ces questions-là, notamment sur comment on fait quand on perd ses capacités physiques ou mentales à vivre facilement comme nous on a l'habitude de faire, quoi. Et donc elles se posent la question d'une potentielle colocation et de ce qui se joue et tout ça. Et c'est à chaque fois méga chouette parce qu'on est immiscé dans leur intimité, c'est romancé d'une manière, vraiment mis en scène, mais super bien traité parce qu'il y a toute une partie interview, journalistique, etc. Mais il y a aussi toute cette mise en scène autour qui fait que c'est vraiment agréable. On voyage avec elles dans leurs réflexions et dans leur parcours au cours de 10 épisodes à la rencontre de leurs amis et d'autres personnalités. Et j'adore ces 2 femmes, je les trouve trop inspirantes, je trouve ces podcasts vraiment super bien faits, les questions super pertinentes. Et pareil, il y a vraiment un propos super positif et ça apprend plein de choses sur la communauté queer. Donc je recommande très très fortement Destination Vieillissant. C'est pas Bienvenue au vieillissant, c'est Destination Vieillissant. Comme on n'a pas forcément tous et toutes le temps de lire beaucoup, j'ai trouvé une alternative et c'est maintenant que je vous parle du partenaire de cette vidéo qui est Nextory. Nextory, c'est une application mobile où vous payez un abonnement mensuel qui vous permet de découvrir des livres. En plus, l'avantage c'est que ça propose tous les formats de lecture, donc vous allez avoir des livres audio, des e-books, des BD, des podcasts, des magazines et même de la presse. Moi, ce que je fais beaucoup, donc c'est de l'audio. Ça me permet d'avoir cette sensation-là de me plonger dans un univers. Et quand j'ai plus de podcasts, je peux écouter donc des livres audio. Ce que j'ai repéré récemment, ce qu'ils font en audio et que j'ai vraiment envie d'écouter, c'est notamment Lola Lafont, quand tu écouteras cette chanson. Lola Lafont, elle a écrit Chaviré, que j'avais lu l'été dernier. L'avais-je mis dans un bilan culture, je suis pas certaine. Et puis Sois jeune et tais-toi de Salomé Saké, qui me donne vraiment très envie parce que c'est une réponse à ceux qui critiquent la jeunesse. Donc. Et Salomé Saké, c'est une journaliste qui travaille pour Blast notamment, mais pas que, et dont j'aime les sujets. Donc moi, c'est vraiment une super alternative que j'ai trouvée quand je trouve pas le temps de me poser pour lire. Je marche beaucoup tous les jours pour faire mes allers-retours au boulot, parce que je travaille dans un resto maintenant. Je vis pour la première fois cet immense bâtiment qui prenait un tiers de la rue. Que faisons-nous là? Mon sang se glaça. Je sentais
senti un courant électrique traverser mon corps. J'étais pétrifiée, bouche bée. Je tentais de me rassurer. Avec mon code promo, vous avez 45 jours offerts. Je vous mets le lien en barre d'infos si jamais ça vous intéresse et si cette alternative vous plaît aussi. Cet été, je me suis remise à lire et mon objectif était de lire que des œuvres de femmes. Donc j'ai lu Liv Maria de Julia Kerninon qui m'a été vraiment beaucoup recommandé. Je l'ai lu très rapidement, c'était un bon moment, c'est passé vite, mais c'est pas un livre dont je garde un très fort souvenir, alors que pourtant je l'ai lu qu'il y a 1 mois et demi. Je trouve que c'est vraiment bien écrit, que c'est vraiment très facile à lire, qu'on se plonge dans l'histoire, que c'est vraiment fluide, et donc pour une lecture d'été, ou même quand on a envie de se remettre à la lecture, je trouve que c'est happant, et en même temps j'ai déjà quasiment oublié de quoi se parlait. Enfin non, si, je sais, c'est l'histoire d'une femme et de son histoire et de son émancipation, et c'était chouette. C'est pas la littérature que je préfère, mais effectivement je trouve que c'est une littérature qui est vraiment accessible au plus grand nombre, et qui est très fluide. Voilà, si je pouvais le résumer, je le résumerais comme ça. J'ai aussi lu Vers la violence de Blandine Rinkel, qui me faisait beaucoup envie parce que c'est une femme écrivain, mais aussi poétesse, chanteuse, enfin elle fait beaucoup de choses et j'aime sa pluridisciplinarité et son travail de manière générale, et j'étais très attirée par ce roman qui malheureusement m'a pas mal déçue parce que je trouve qu'il est inégal et qu'il n'est pas complètement fini, et c'est comme si on avait des briques mais qu'elles n'étaient pas totalement bien assemblées ensemble, et ça fait pas un objet, justement, contrairement à Liv Maria de Julia Kerninon, ça fait pas un objet où tu rentres, tu glisses et tu ressors. C'est vraiment, tu sens les strates, les bouts, tu sens presque la construction, les pages qu'elle a écrites à gauche, à droite, et comment elle a réussi à remanier tout ça ensemble. Et donc c'est vrai que j'ai eu beaucoup de mal à rentrer dedans. J'ai trouvé qu'il y avait des petits moments d'épiphanie, et puis qu'il y avait d'autres moments trop descriptifs, trop longs. Je me suis pas assez attachée au personnage, j'ai ressenti un peu trop d'influence de partout, donc j'ai trouvé que c'était un peu un work in progress encore, et pas vraiment un roman abouti. Et en même temps, c'est super intéressant de moi être en capacité de me dire ça d'un livre, de ressentir ça vis-à-vis du livre. Une petite déception, malheureusement. J'ai lu S'adapter de Clara Dupont-Mono, que j'ai vraiment adoré. J'en ai parlé sur Instagram très rapidement, mais j'ai beaucoup aimé cette lecture qui parle de nature, de famille encore, de relations fraternelles, de amour-haine, du handicap. J'ai trouvé ça beau, poétique, ça m'a emmenée à un endroit particulier. Enfin, j'ai trouvé que le livre avait une vraie couleur, avait vraiment quelque chose à lui, propre à lui, qui nous faisait rentrer dans un univers et qui nous obligeait à nous poser aussi des questions, et qui avait une forme de pudeur, et qu'on sentait que ça s'ancrait dans le décor des Cévennes. Pourtant, le décor est très peu décrit ou raconté. Donc vraiment, oui, là, ça m'a vraiment fait rentrer dans une espèce de bulle un peu spatiale et temporelle, et j'ai eu l'impression de rentrer dans le livre, et c'est pour ça que cette lecture, elle m'a plu, parce que j'ai été emmenée ailleurs et que j'y suis restée et que mon imaginaire était vraiment emporté. Et donc c'est l'histoire d'une fratrie de 3 enfants qui racontent leur enfance, sachant qu'un des enfants est gravement handicapé mental et physique. Le dernier bouquin que j'ai lu, c'est... Oh là là, je connais pas l'autrice, mais je vous le mettrai sur l'écran. Ça raconte Sarah de Pauline. Voilà, et là, début d'été, j'ai lu ça, je l'ai lu d'une traite aussi, l'histoire d'un couple de femmes, une histoire très intense, d'un amour très passionnel, très violent, très dur, très drame. C'est fort, et l'écriture est à l'image de ce que ça raconte, donc il y a vraiment un lien entre le fond et la forme, et ça j'ai aimé. C'est un voyage là aussi de reconstruction. On arrive vraiment à comprendre l'envergure des 2 personnages. C'est un bouquin très sensoriel, je dirais. Je sais pas ce que je peux dire de plus, mais c'est beau, c'est bien. Pareil, là on a vraiment une voix, et pour le coup la voix se tient de bout en bout, et ça j'ai vraiment apprécié. Donc voilà, je vais continuer ma petite mission de lire des livres écrits par des femmes. J'en ai loué plein à la bibliothèque, j'ai une liste longue comme le bras que vous pouvez retrouver sur Instagram, et j'ai vraiment hâte de ça. C'est vrai que je manque cruellement de temps, et que cet été j'ai eu quelques petites fenêtres pour lire, mais quand je lis, j'ai envie de lire vraiment. J'ai du mal à faire par petits bouts. Donc pour le moment, c'est pas ce que je fais en priorité, mais ça reste un de mes objectifs parce que c'est incomparable. Enfin là, la manière dont je vous parle des livres, je vois bien que c'est un plaisir
et des ressentis, des émotions qui sont pas comparables avec l'écoute ou la vision. C'est vraiment, ça nous permet de créer un imaginaire qui est vraiment, j'ai du mascara, qui est vraiment très très chouette. Donc encore une fois, je répète cet objectif tout le temps, mais lire plus quoi. Ensuite, j'ai regardé des séries. J'en ai regardé 2 en replay sur des plateformes en ligne. La première, c'est Faire Famille. Justement, je parlais de Sophie-Marie Larouille. Elle a participé à l'écriture et joue dans cette série, qui est une série de Océan, qui justement se pose la question, lui aussi, c'est drôle en fait, ça fait assez écho à ce dont je viens de parler dans le podcast, mais à comment on fait famille quand on fait partie de la communauté queer, quand on est un homme trans et qu'on a décidé donc de renoncer à son appareil reproductif féminin pour faire des enfants, mais qu'on a quand même envie d'en avoir, mais qu'on sait pas avec qui, on sait pas comment. En gros, comment penser la famille quand elle est pas un papa, une maman dans un couple hétérosexuel qui habite ensemble, qui est potentiellement marié, etc. Là encore, on vient rencontrer des personnalités qui font partie de l'entourage d'Océan, qui ont eu à se poser ces questions, ont proposé des nouvelles manières de faire famille, et donc ça ouvre le débat sur ces questions-là, et moi c'est une question sur laquelle je suis pas encore sûre d'avoir toutes les réponses, j'ai pas un avis tranché, mon avis il évolue beaucoup quant à la question de la parentalité à tout prix, et ça m'a forcée à aller dans des réflexions dans lesquelles j'étais pas allée jusqu'alors. Et j'ai trouvé ça intéressant parce que ça m'a aussi montré des choses auxquelles je ne pensais pas. Et on a beau se dire déconstruit et faire en sorte de se déconstruire, c'est pas forcément tout le temps évident quand on a fait partie d'une société qui nous a montré un modèle auquel on est habitué. Et donc j'ai trouvé ça vraiment super intéressant aussi. Et c'est une série qui est en libre accès, c'est 6 épisodes et c'est sur France TV/. L'autre série dont je voulais vous parler, c'est cette fois-ci une série de fiction et pas documentaire. C'est la série Nona et ses filles, qui a été écrite et réalisée par Valérie Donzelli, qui est une réalisatrice que j'adore parce que j'avais découvert très jeune son long métrage La guerre est déclarée, que j'avais vraiment adoré. Mais en fait, je crois que j'aime beaucoup les réalisatrices qui sont aussi actrices et qui se mettent en scène. Je trouve que c'est vraiment un super méga talent et que ça se voit aussi dans ce qu'elles racontent et comment elles le font, parce que comme elles jouent elles aussi, elles ont une manière, je pense, de transmettre leurs idées en tant que réalisatrice qui est empreint de ça, et je trouve que ça se voit. Et donc, Valérie Donzelli, elle a écrit une série qui s'appelle Nona et ses filles, qui raconte l'histoire de Nona, donc une femme de 70 ans, je crois, 67 peut-être, interprétée par Miu Miu, qui tombe enceinte alors que c'était pas prévu. Et donc, elle va l'annoncer à ses 3 filles, qui sont des triplés en âge adulte. Je crois qu'elles ont 35-40 ans, quelque chose comme ça, et qu'elles sont à d'autres endroits de leur vie. Ça pose plein de questions sur, encore une fois, mais de toute façon je fais tout le temps des obsessions sur des trucs, mais là c'est l'obsession de la famille, de la maternité. En fait c'est impossible cette situation qu'une femme aussi âgée tombe enceinte, est-ce qu'elle en a envie ou pas, puisqu'elle a le droit d'avoir cet enfant, est-ce qu'elle le garde ou pas, qu'est-ce qui va se jouer aussi dans ses relations avec ses filles, et puis il y a toute la famille, tout le village qui se construit autour de cette grossesse indésirée. Et à l'image de Valérie Donzelli, c'est très joyeux et fantaisiste, je trouve. Il y a plein d'éléments qui, moi, m'attirent pas trop de base, mais comme c'est elle, j'aime bien. Parce que oui, il y a vraiment une fantaisie dans l'écriture de ces personnages, dans certaines séquences, dans des enjeux scénaristiques qui sont pas du tout de l'ordre du réel, mais qu'elle arrive quand même à très bien faire passer. Et c'est ça aussi que j'adore dans son travail, c'est qu'elle arrive à faire un mélange des genres, qu'on pense à La guerre est déclarée ou à L'amour et les forêts plus récemment. Elle passe d'un registre à l'autre et elle arrive à mêler tout ça, des choses de l'ordre du documentaire, des choses de l'ordre de la pure fiction, des choses aussi inspirées de sa vie. Il y a son fils notamment qui joue dans Nona et ses filles et tout. Et voilà, je trouve que c'est une série qui est vraiment faite avec le cœur, où on ressent l'âme de la réal derrière et son amour pour sa famille, pour ses comédiens, ses comédiennes. Et donc ça m'a bien divertie, j'ai beaucoup aimé ça. Moi je suis pas du tout série, j'ai très peur de la sensation d'addiction. Et là c'était facile, c'était 9 épisodes, c'était plié en 6 heures, c'est disponible sur Arte Replay, mais je ne sais pas jusqu'à quand. Comme roman graphique, pareil, cet été, donc je suis beaucoup allée à la bibliothèque parce que j'ai la bibliothèque de l'Alcazar à Marseille qui est un roman BD qui est exceptionnel.
Attention cependant aux punaises de lit, mais j'ai quand même quelques recommandations pour vous. La saison des roses de Chloé Wary, je ne sais pas comment ça se prononce. Ça raconte l'histoire d'un club de foot féminin dans une cité et comment elles vont se défendre pour pouvoir jouer. Tout simplement, finalement. C'est trop chouette, c'est fait au feutre, j'adore les dessins, c'est magnifique, j'aime les mouvements, j'aime les personnages, j'ai aimé l'histoire, j'ai trouvé que ça ferait un super beau court-métrage, j'ai aimé les ciels, j'ai aimé l'univers de la cité comme il est représenté, vraiment, j'ai trouvé que c'était super réussi et donc je recommande grandement, vraiment, encore une fois, ça parle du b.a.-ba du truc, c'est-à-dire à quel point cette société est patriarcale et nous casse les pieds à longueur de journée et nous empêche d'exister tout simplement parce qu'on est femme et ça commence à être fatigant, mais on commence à être habitué et je suis très contente que ça permette à des femmes d'écrire des choses aussi belles et j'espère que les garçons qui regardent cette vidéo, mais pas que évidemment, liront cette BD super. J'ai aussi lu Alors que j'essayais d'être quelqu'un de bien de Uli Lust, qui est une autrice allemande. C'est un roman graphique autobiographique où elle revient sur des années de sa jeunesse alors qu'elle avait 26-27 ans, un enfant de 7 ans qu'elle faisait garder par ses parents beaucoup et une relation amoureuse avec 2 hommes différents. C'est gros, c'est vraiment une épopée pareil, mais j'ai passé une journée avec elle et ses amants. Et j'ai trouvé ça super de vulnérabilité, d'intimité, de raconter ce qu'était le polyamour à cette époque-là, de raconter aussi ce qu'était le fait de relationner avec 2 hommes de milieux sociaux et de cultures très différentes et des questions qui se posaient chez elle en tant que femme dans sa construction, dans sa vie tout simplement de couple, dans sa liberté, dans son indépendance. C'est super parce que mais moi j'adore ça, mais ça raconte encore une fois un vécu et ça permet de s'identifier et ça raconte un vécu que je connaissais pas du tout, notamment ce relationnel-là du polyamour. Elle détaille vraiment très très bien ces 2 histoires d'amour, la relation d'emprise, la place de la sexualité et tout. J'ai trouvé ça trop génial. Je recommande vraiment, surtout le spoiler alert, les gens qui aiment pas les spoilers, je mets le timer de quand j'arrête de parler de ça. Ouais, on peut faire ça sur YouTube, c'est un peu stylé. Elle parle notamment de violence conjugales. Et c'est beau de comprendre le glissement vers les violences conjugales quand c'était pas du tout prévu de base, évidemment. Et donc j'ai trouvé ça vraiment, vraiment super. J'ai passé un super moment. Donc du coup, je fais le trigger warning des violences conjugales. Mais trop, trop, trop bien. Du noir et blanc et tout, gros pavé. Très belle après-midi avec Uli Lust. Et enfin, ah non, j'avais dit que je voulais parler que des filles, donc les références de romans graphiques des garçons, ce sera pas pour ce bilan-là. Et ouais, je fais des choix édito, ouais. Vive les meufs. On peut parler un peu de cinéma pour finir ce bilan culture parce que ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. En ce moment au cinéma, vous avez Anatomie d'une chute, qui est la Palme d'Or du Festival de Cannes, qui est un film que j'ai adoré. Je trouve que c'est incroyablement bien écrit, incroyablement bien interprété. C'est l'histoire donc d'un couple, l'homme est retrouvé mort, on accuse, ou en tout cas on suit le procès qui accuserait sa femme de l'avoir tué et on va se poser la question, est-elle la meurtrière ou non ? C'est super, vraiment c'est super. Ce que ça pose comme question sur le couple aujourd'hui, comment ça responsabilise le spectateur à participer au récit et à choisir de se faire sa propre histoire. Je trouve ça super, les films qui nous laissent cette place en tant que spectateur, c'est formidable, c'est trop bien écrit, vraiment. Je veux le revoir juste pour réécouter ces textes et ces lignes de dialogue folles, quoi. Donc je recommande, mais vraiment, vraiment, vraiment grandement ce film-là. J'ai aussi vu Le ciel rouge, pareil, Christophe Arnold, pas certaine, voici le titre du réalisateur. J'ai bien aimé, c'était une bonne surprise, j'y suis allée un peu par hasard. Pourquoi j'y suis allée, je ne sais plus, parce qu'il passait aux variétés un peu par hasard à un moment où je pouvais y aller par rapport au boulot. Mais super, l'histoire de 4 jeunes qui se retrouvent dans une maison de vacances alors que c'était pas prévu. Ces 2 amis qui partent là-bas, l'un doit finir son 2e roman, l'autre préparer un concours d'entrée en école d'art pour devenir photographe. Il tombe sur une jeune fille qui, elle, est avec son amant et alors qu'ils devaient être que tous les 2 en résidence de boulot, ils se retrouvent à 4 dans cette maison
de vacances, et ça parle beaucoup du personnage, d'un des personnages centraux qui donc essaye d'écrire son nouveau roman et qui est vachement dans l'ego, vraiment c'est beaucoup la question de l'ego, et qui du coup est tellement concentré sur lui-même qu'il s'intéresse plus aux autres. Et trop bien, j'ai adoré ce personnage parce qu'il est détestable et en même temps il y a une petite partie de nous où on se reconnaît en lui, en tout cas moi je me suis un petit peu reconnue en lui. Et j'ai trouvé que ce personnage était super bien écrit et que ça parle aussi beaucoup de désir, de jalousie et de ce qui se joue dans un huis clos comme ça avec des nouvelles personnes par des regards, des ressentis, d'énergie, de flux les uns avec les autres. Ouais, j'ai beaucoup aimé ce film. Je trouve malheureusement la fin très expéditive et très ratée, pas du tout à la hauteur de l'heure et demie de film passé avant. Et c'est bien dommage, mais sinon c'était quand même vachement réussi. Je sais pas du tout si je vous ai donné envie. J'espère que oui, je vous aurai inséré quelques images du film peut-être pour voir un peu plus à quoi il ressemble esthétiquement parlant. Mais il y a un peu quelques refs romériennes et c'est aussi du cinéma qui me parle vachement parce qu'il est très réaliste, ancré dans le contemporain, avec des relations humaines, ce qu'il y a de plus basique. Il y a aussi au cinéma en ce moment le livre des solutions de Michel Gondry avec Pierre Ninet notamment et Blanche Gardin. C'est un film que j'avais vu à Cannes aussi parce qu'il était à la quinzaine des réalisateurs et que j'ai beaucoup aimé parce que j'ai beaucoup ri. Je trouve que c'est très inventif, que ça parle de la bipolarité d'une manière très joyeuse et fantaisiste et franchement j'ai méga ri quoi. Et moi je suis pas trop comédie au cinéma d'habitude, mais là j'ai aimé cette fantaisie là. Je remets un peu en question certaines techniques de travail. Enfin, vous verrez quand vous voyez le film, mais c'est l'histoire d'un gars qui veut finir son film et les producteurs lui disent non et il va être suivi quand même par sa famille et certains amis / collègues pour aller tourner ce film dans les Cévennes. Et il a des idées rocambolesques et folles et farfelues et il est suivi dans son délire. Et voilà, c'est plutôt chouette et agréable, donc je recommande parce que ça fait bien rire et qu'on en a un petit peu besoin aussi, on va pas se mentir. Pas comme si ça se passait très bien, la situation du monde autour de nous, et politique, et sur la culture, en ce moment. Bon, ça fait déjà un petit moment que je tourne et ce bilan culture va encore faire une demi-heure, donc je vais m'arrêter là. Sachez que si vous voulez avoir plus de recommandations culturelles sur ma page Patreon, je fais ça de manière plus récurrente à travers des pages mensuelles, mais je partage aussi beaucoup plus de mon chemin, de mes expériences et de mon parcours. Donc si vous voulez me soutenir pour mon travail par là-bas, je vous mets le lien en barre d'infos. Je vous informe aussi que le Lyra Ciné Club, qui est un ciné-club que j'ai lancé pour montrer des films réalisés par des femmes, reprend pour une saison 2 au cinéma des Trois Luxembourg à Paris. Et j'en suis vraiment ravie, honorée, trop contente, hâte de vous revoir en salle une nouvelle fois. Ça commence le mardi 3 octobre avec le film Port Authority, présenté par Chloé du compte Instagram Merci l'Audace. Ça va vraiment être super, je vous attends très nombreux, je vous mets la programmation dans la barre d'infos, réservez vos places, venez découvrir ces films ou les redécouvrir si vous les avez déjà vus. Je suis avec des filles super de l'internet qui font des trucs super aussi et c'est juste une manière de rendre plus réel tous nos échanges en ligne et voilà, et pour moi c'est un peu un aboutissement de cette chaîne puisque tout ce réseau et ce partage devient réel dans une salle avec des vrais visages, avec des vraies voix, avec des vrais échanges et que ça compte beaucoup pour moi. Donc si vous avez l'occasion que vous êtes à Paris, n'hésitez pas, ça me ferait très grand plaisir de vous croiser là-bas. Merci d'avoir regardé ce bilan culture, j'espère qu'il vous aura plu, j'espère qu'il vous aura donné envie de découvrir certaines œuvres dont j'ai parlé. Si vous avez des recos absolument éblouissantes de votre été à mettre en commentaire, n'hésitez pas, c'est un espace de partage et c'est fait pour ça. Merci pour tous vos messages, que ce soit sur Instagram, sur Patreon, ici, de soutien et tout ça, et même dans la vraie vie en fait quand vous me sautez dessus dans la rue. C'est vraiment très chouette, j'ai beaucoup de chance, je suis très heureuse de là où m'a menée cette chaîne YouTube et même si je suis de moins en moins présente, c'est toujours un très grand plaisir que de venir vous parler de ce qui m'a plu et ému. Voilà, on se retrouve une prochaine fois pour refaire ça. Je sais pas quand, je me mets pas de pression, mais sur Patreon c'est plus régulier et sur Instagram vous avez aussi des nouvelles plus régulières. À très bientôt, je vous embrasse, bonne journée, bonne soirée, ciao.